Les 4 missions de casque bleu les plus importantes de l'ONU, notamment en Afrique, vont devoir se serrer la ceinture un peu plus que les autres en application du budget Opération de paix 2018-2019. En Libye, le directeur de l'Organisation internationale pour les migrations a réclamé que les migrants secourus en mer ne soient plus détenus. Et puis des acteurs économiques des pays d'Afrique francophone se sont réunis à Douala au Cameroun dans le cadre de la 10e édition d'Africa Banking Forum. Ouf de soulagement pour le président du Sénat nigérien. Bukola Saraki était poursuivi depuis 3 années, accusé d'avoir menti sur sa déclaration de patrimoine alors qu'il était gouverneur de l'État de Kwara. L'affaire remonte entre 2003 et 2011. En juin, la Cour avait jugé que les preuves apportées n'étaient pas suffisantes, mais l'Agence contre la corruption et les crimes financiers avait fait appel. Lors de l'audience de vendredi à la Cour suprême, les 5 juges ont, à l'unanimité, donné raison au président du Sénat. Cette décision judiciaire arrive au lendemain de la formation d'une division dissidente au sein de l'APC, le RAPC. Bien que Saraki n'ait pas officiellement rejoint le mouvement pour l'instant, il fait partie des voix les plus contestataires contre le président Buhari, qui a annoncé vouloir être candidat à sa propre succession en février 2019. En effet, Saraki a rejoint le parti du All Progressive Congress APC avant les dernières élections qui ont porté au pouvoir Muhammadu Buhari. Mais il s'est heurté très tôt au chef de parti qui ne voulait pas qu'il soit président du Sénat. Saraki, qui est pressenti pour rejoindre le mouvement dissident et se porter candidat à la présidentielle contre Buhari, a déclaré que son procès était politiquement motivé, inventé de toutes pièces. Médecins sans frontières a annoncé suspendre ses activités à Bria, dans le centre de la Centrafrique, à la suite d'un braquage de sa base par des hommes armés. Dans un communiqué qu'elle a rendu public, Médecins sans frontières a fait savoir que plusieurs de ses membres ont été menacés et agressés par des hommes armés dans la nuit du mercredi à jeudi. Les hommes armés, dont l'identité n'a pas été indiquée, ont volé du matériel de l'organisation. Selon les responsables de Médecins sans frontières à Bria, leurs équipes, ainsi ciblées, ne sont plus en mesure de fournir des soins essentiels dont la population a besoin. C'est le 2e incident grave en moins de 3 mois dont Médecins sans frontières est victime à Bria, la base de l'organisation ayant été déjà attaquée au mois d'avril dernier. L'organisation juge ces attaques répétées inacceptables, ce qui l'oblige à suspendre ses activités. Bria, chef-lieu de la Haute-Koto, réputée riche en or et en diamants, est une ville stratégique du centre du pays. Sous la coupe de différents groupes armés, la ville est régulièrement le théâtre d'affrontements entre ces groupes pour le contrôle des ressources naturelles et de l'influence locale. Coupe budgétaire pour les missions de paix de l'ONU, notamment celles se trouvant en Afrique. Les casques bleus en mission au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, au Mali et en Centrafrique devront donc serrer la ceinture un peu plus que les autres. Cette nouvelle mesure résulte du budget Opération de paix 2018-2019 adopté cette semaine par l'Assemblée générale des Nations unies. Un accord de principe avait été trouvé le week-end écoulé entre les 193 pays membres de l'organisation pour octroyer pour les 12 mois à venir 6,689 milliards de dollars à la quinzaine d'opérations de paix gérées actuellement par l'ONU et mobilisant environ 100 000 militaires au total. L'approbation définitive de ce chiffre, en baisse de 122 millions de dollars par rapport à ce que réclamaient les experts financiers de l'ONU, a été retardée en raison de projets de réforme du secrétaire général Antonio Guterres, notamment dans le domaine du management, inclus dans les négociations budgétaires selon des diplomates. Le budget précédent pour la période de 2017-2018 avait été de 7,3 milliards de dollars. Parmi les missions actuelles, les plus coûteuses sont la MINUS au Soudan du Sud, la MONUSCO en République démocratique du Congo, la MINUSMA au Mali et la MINUSCA en République centrafricaine.
L'éviction de Robert Mugabe en novembre 2017 au Zimbabwe semble avoir incité la communauté internationale à considérer la situation comme une option d'investissement. Le ministre des Finances du Zimbabwe veut croire qu'un succès sans bavure de son successeur aux élections du 30 juillet permettra enfin de sortir le pays de la faillite. Il est très clair que nous devrions être en mesure d'atteindre au moins 6% de croissance cette année. Si je dis cela, c'est qu'une grande partie de l'environnement dont se plaignaient les investisseurs a été corrigée. Nous avons pu corriger et abroger la loi sur l'indigénisation qui a essentiellement empêché les investisseurs de venir dans les mines, de venir dans l'industrie manufacturière et de venir dans l'agriculture ainsi que dans n'importe quel secteur de l'économie. Cet environnement est maintenant plus propice à l'investissement étranger direct. Nous ne voulons pas d'aide. Nous ne voulons pas que les dons relancent l'économie. Ce que nous voulons, c'est l'accès aux capitaux. Si nous pouvons l'obtenir du jour au lendemain, vous verrez des miracles se produire ici. L'argentier zimbabwéen affiche une confiance inébranlable. La victoire est promise au président Emmerson Mnangagwa. Certains partis politiques choisissent de passer leur temps à se quereller dans les journaux, à se quereller sur les réseaux sociaux, à aller devant les tribunaux pour tenter de perturber le processus électoral. Cela ne leur permettra pas de gagner des votes. Ce qui l'emporte, c'est d'engager les gens qui vont voter le 30 juillet. Et j'ai la certitude que le ZANU-PF, que notre président Mnangagwa va l'emporter haut la main, aucun doute là-dessus. L'armée a promis mercredi sa neutralité, mais l'opposition reste sceptique sur l'indépendance de la commission électorale et a menacé de se retirer du scrutin en cas de trucage. L'Internet et les réseaux sociaux en passent d'être soumis à de nouveaux tests. Accusés par les autorités zambiennes d'être devenus le moteur du détachement des membres de la société des normes culturelles en Zambie, ils seront bientôt régulés. À cet effet, le ministre de la Communication zambien, Brian Mushimba, a annoncé devant le Parlement l'intention du gouvernement d'y présenter des lois pour réguler Internet et les réseaux sociaux. L'autorité a donc sonné une violente charge contre le web qui, à ses yeux, est majoritairement utilisé pour diffuser, entre autres, de la pornographie et des discours de haine. Il a également souligné les cas d'imposture, d'insultes, d'abus, de fausses accusations et d'escroqueries sur les réseaux sociaux qui, selon lui, ont atteint un niveau alarmant. Brian Mushimba a aussi indiqué que plusieurs lois dites de cybersécurité étaient en cours de rédaction et qu'il souhaitait qu'elles entrent en vigueur dès le début de l'année prochaine. Il n'a toutefois pas précisé les mesures qu'elles contiendront. Une annonce vivement décriée par l'opposition dont les élus accusent le pouvoir en place de vouloir faire taire la contestation et attenter à la liberté d'expression. Depuis sa réélection en 2016, le président zambien Edgar Lungu est régulièrement accusé par ses adversaires politiques de dérive autoritaire. De nombreux migrants interceptés ou sauvés en mer se retrouvent détenus dans des centres de rétention dans des conditions difficiles et optent pour le rapatriement. L'Américain William Swing, directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, en visite à Tripoli, a indiqué dans une déclaration à la presse avoir suggéré à ses interlocuteurs libyens d'essayer de rompre le lien entre le retour de haute mer en Méditerranée et la détention. Selon lui, les migrants secourus ou interceptés en Méditerranée devront être placés dans des centres d'accueil pour être ensuite renvoyés chez eux sans être mis en détention. À cette occasion, il a ajouté que son organisation avait aidé au rapatriement de 35 000 migrants qui étaient détenus dans les centres de rétention à Tripoli depuis le sommet Union européenne-Union africaine tenu en novembre à Abidjan. Un groupe de travail avait été créé lors de ce sommet composé de l'UE, de l'UA, de l'OIM et du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés en vue d'accélérer l'évacuation de milliers de migrants en réaction à l'indignation provoquée par les images de médias sur un marché aux esclaves en Libye. Pour sa 10e édition après Marrakech, Tunis, Abidjan et Dakar, l'Africa Banking Forum s'invite pour la première fois à Douala et s'ouvre ainsi au pays de l'Afrique centrale. Yaouba Abdoulaye, le ministre délégué des Finances du Cameroun qui a ouvert les travaux.
Cette édition a vu la participation d'une communauté de plus de 350 intervenants et participants de haut niveau venus de 25 pays. Les réflexions ont tourné autour des thématiques suivantes: la situation du secteur bancaire camerounais, la politique gouvernementale pour encourager et contribuer à la dynamique bancaire, l'encadrement du remboursement des créances et la réconciliation des banques avec les petites et moyennes entreprises. Je pense qu'après les 2 jours de travaux ou bien les 2 jours de forum, ce qu'on peut retenir, c'est qu'au niveau de la banque, dans la zone centrale, Afrique centrale, il y a beaucoup de potentiel en tout ce qui est digital, tout ce qui est développement, tout ce qui est réforme. Donc il faut que tout ensemble, les banques, les différents partenaires de FinTech, les telcos et les régulateurs doivent travailler ensemble pour pouvoir faire avancer le secteur bancaire ou financier. Pour rappel, Africa Banking Forum est une occasion d'échange autour des thématiques majeures liées aux enjeux de développement du secteur bancaire, des défis de la bancarisation, de la gouvernance, de l'amélioration de la performance, ainsi que de l'impact de la digitalisation sur les banques africaines de demain. Chaque année, le forum réunit un panel d'experts et d'acteurs clés dans le but de débattre et d'échanger autour des enjeux clés du secteur bancaire en Afrique francophone. Le campus 2 de l'université de Douala en Dobong a abrité un colloque international sur le thème « L'application de la loi ». Un colloque organisé par le Centre d'études et recherche de finances et fiscalité et le Master 2 Administration fiscale. Nous avons fait ce colloque pour attirer l'attention sur la bienheureuse idée d'appliquer nos propres lois, quitte à ne pas appliquer le droit international si nos lois sont en porte-à-faux avec ce droit international. 3 organisations spécialisées ont apporté leur collaboration à l'organisation de ce colloque, à savoir l'Ordre national des avocats du Cameroun, l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun et l'Association française des docteurs en droit. Fondamentalement, vous pouvez avoir des lois très belles, vous pouvez avoir des tribunaux magnifiques, vous pouvez avoir des procédures et des codes qui sont les meilleurs au monde. Si les gens ne peuvent pas concrètement avoir un jugement et faire exécuter le jugement, ils n'auront jamais l'application de la loi et de fait, ce sera la loi du plus fort qui s'appliquera. Et la loi du plus fort, ce n'est pas la loi commune, ce n'est pas celle qui est votée par le Parlement, ce n'est pas la loi à laquelle on souscrit, c'est la loi de celui qui est le plus fort et qui détermine qu'est-ce qui doit être fait ou pas fait. Et ça, c'est inacceptable. Au-delà de cette justification, le contexte camerounais lui-même est un exemple cité avec autorité du non-respect de la loi, devenu pour certains des loisirs, pour d'autres, juste de l'encre noire sur du papier blanc, fait pour encombrer les bureaux et les bibliothèques. En réalité, les Camerounais ont particulièrement un souci avec le respect des lois. De la constitution du pays au dernier règlement intérieur dans une association au quartier, respecter les termes du test est très difficile. Dans ces conditions, ils sont moralement contraints de les respecter dans leur vie quotidienne, qu'il s'agisse de tests ayant trait à leur vie privée ou de traits relatifs à leur vie professionnelle.